t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, notre talk show hebdomadaire depuis le cœur de l'Europe. Ici, nous décortiquons tout ce que vous allez adorer ou détester à propos de la politique européenne. Je suis Stéphane Grobeux, merci de nous avoir rejoints. Au programme aujourd'hui, la situation dans la bande de Gaza est de plus en plus critique. À Bruxelles, des milliers de manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. Sur place, Gaza se dirige vers la famine, malgré des mois d'avertissement. Parallèlement, les efforts de paix n'avancent pas. L'Union européenne pourrait-elle, devrait-elle jouer un rôle plus important? Et puis, l'année dernière, les dépenses militaires en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut SIPRI de Stockholm. L'Europe est à l'aube d'une nouvelle course aux armements, peut-on y lire. Une conséquence directe de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La sécurité de l'Europe ne peut-elle être garantie que par des dépenses massives en matière de défense? Et comment vont évoluer les relations de l'Europe avec l'Ukraine? Des questions que nous poserons à nos invités du jour, à savoir l'ancien général Christophe Gomart, eurodéputé du Parti populaire européen, Alice Tidé, journaliste Euronews, spécialiste de la défense, et Sherban Dimitri Sturza, eurodéputé du groupe conservateur et réformiste européen. Bienvenue à tous. Merci de nous Mais avoir invités. avant de commencer, regardons la situation dans la bande de Gaza, 17 mois après le début des hostilités. La bande de Gaza est en ruine et un accord pour mettre fin au combat reste difficile à trouver. Israël a lancé un ultimatum au Hamas. Libérer les otages restants ou leur territoire sera rasé et les habitants relogés. Le président américain Donald Trump, qui s'est rendu au Moyen-Orient cette semaine, a pratiquement donné au président israélien Benjamin Netanyahou l'autorisation d'aller de l'avant. Pendant ce temps, la nourriture commence à manquer et les craintes de famine à Gaza augmentent. Les dirigeants de l'UE affirment qu'Israël empêche l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza, tandis qu'Israël accuse l'ONU de la laisser tomber dans les mains du Hamas. Que va-t-il se passer ? Les efforts de médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte ayant échoué, l'Europe peut-elle prendre le relais ? Quelle est l'influence réelle des Européens ? Une chose est sûre, le temps presse. Voilà, le temps presse, la situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique. Monsieur Sturza, je vais commencer avec vous. Quel devrait être le rôle de l'Europe dans ce conflit du Proche-Orient ? Eh bien, la solution de la paix, la solution de la diplomatie est celle que mon pays et que mon groupe des conservateurs et réformistes européens soutient pleinement. En fait, mon pays adopte, la Roumanie adopte une solution, plaide pour un équilibre, pour la voie de la diplomatie, mais aussi pour l'existence de deux États. En fait, l'existence de deux États qui seraient, à mon égard, plutôt un respect pour l'histoire de chaque entité, la culture, la civilisation qui ont coexisté et qui pourraient encore coexister. Malheureusement, l'Europe n'a pas fait suffisamment jusqu'à présent en ce qui concerne ses efforts pour une solution pour la paix, une solution, encore une fois, la voie diplomatique étant, à mon égard, la seule. Entre-temps, des familles et des enfants souffrent énormément. Ce sont des victimes directes. Voilà, on va revenir là. Mon général, il a évoqué la solution à deux États. Qui n'est pas sur la table actuellement parce que les États-Unis, justement, ne la soutiennent pas. Historiquement, les États-Unis se sont toujours maintenus à côté d'Israël, très proches, mais en même temps, ils ont usé de leur influence pour jouer un rôle de médiateur. Est-ce que Washington, sous Trump, en est encore capable ? Je crois qu'il faut revenir au 7 octobre 2023.
on a tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et le massacre qui a été occasionné par le Hamas et à laquelle a participé une partie de la population palestinienne, c'est-à-dire des civils palestiniens ont profité dans une espèce de deuxième vague pour aller voler, violer, tuer, piller. Et ça, Israël estime que ça n'est plus admissible. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours des otages. Et que tant que ces otages ne seront pas libérés, en fait, Israël considère que le Hamas continue donc à vouloir leur faire la guerre. Alors, bien sûr, les Américains peuvent jouer le médiateur et bien sûr, les Américains continuent de livrer de l'armement à Israël, comme chacun sait. Derrière, en effet, l'Europe doit intervenir. Mais l'Europe, comme disait Henry Kissinger, c'est quel numéro de téléphone ? Et c'est ça la vraie problématique. Comment est-ce qu'on peut peser sur Israël ? Israël ne veut plus être attaqué à partir des frontières du Sud-Liban par le Hezbollah, à partir de Gaza par le Hamas, à partir de la Cisjordanie, à partir du Yémen par les Houthis, etc. Donc Israël est dans une guerre pour ne pas disparaître en réalité. Et c'est un pays qui a été imposé par les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui ne veut pas disparaître face à des gens qui veulent que ce pays disparaisse. Donc je pense qu'il est nécessaire en effet d'avoir un dialogue avec non seulement les pays arabes, l'Égypte bien évidemment, l'Arabie Saoudite, revenir aux accords d'Abraham pour essayer d'arriver à un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu, puis un accord de paix, et ensuite étudier, effectivement, dans un deuxième temps, une partition entre deux États, mais avoir un pays séparé entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ça n'est pas tenable en réalité. Humainement parlant, j'allais dire, c'est une vue de l'esprit, c'est du wishful thinking, mais humainement parlant, ça n'est pas réalisable. Donc oui, au milieu, il y a la population palestinienne qui souffre, il y a toujours des otages, et malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas le début du commencement de la fin. Et c'est en ça où je pense que l'Europe, ou en tous les cas la coalition des volontés européennes, doit chercher à imposer une vision de la paix à Israël, assurant Israël de ne plus être attaqué à partir de ses frontières et permettant à la population palestinienne d'avoir une vie stable et normale. Alice, de quels moyens de pression l'Union européenne dispose-t-elle pour faire avancer ce processus de paix ? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Non, en réalité, l'Union européenne ne possède pas beaucoup de moyens de pression sur Israël. La seule chose dont elle dispose réellement, c'est le commerce. C'est-à-dire que plus d'un tiers des importations d'Israël viennent de l'UE. Donc on pourrait utiliser ce levier, mais c'est très difficile de le faire puisqu'il faut l'unanimité au sein du Conseil. Et là, c'est impossible puisqu'il y a des États, parmi les 27 États membres qui sont très pro-israéliens, il y en a d'autres qui sont plus pro-palestiniens. Trouver l'unanimité, ça fait maintenant plus de 2 ans, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus. La semaine dernière, par exemple, le Pays-Bas a écrit une lettre à la Commission en demandant effectivement une révision du Conseil d'association UE-Israël en dénonçant des possibles crimes de guerre d'Israël qui serait un critère qui nous permettrait, nous, de demander une révision de ce Conseil d'association. Voilà, justement, j'aimerais introduire un autre argument que tu as déjà évoqué partiellement. Alors, il y a des groupes engagés de la société civile qui souhaitent également faire avancer le processus de paix afin de rappeler l'opinion publique que le temps est compté et que rien n'est possible sans paix. L'une de ces organisations est Oxfam. Elle met le doigt sur 2 éléments critiques dans la relation avec Israël, à savoir les ventes d'armes et le commerce, justement. Nous avons parlé avec Bouchra Khalidi, qui travaille pour Oxfam à Jérusalem. Voici ce qu'elle nous a dit. Écoutons-la. Je le dis et je le répète, arrêtez de vendre des armes à Israël. Cessez de faire du commerce avec Israël. Le gouvernement israélien a annoncé l'accélération des plans d'annexion de la Cisjordanie. L'UE reste le principal partenaire commercial d'Israël et continue de commercer avec des colonies illégales qui ont été jugées illégales par les tribunaux internationaux. Un avis consultatif de la Cour internationale de justice stipule que l'occupation est toujours illégale. L'UE continue de commercer avec Israël. Il y a donc des choses que nous pouvons faire, mais les gouvernements occidentaux choisissent de ne pas les faire et de rester silencieux ou de condamner en parole. Mais cela n'a aucune signification sur le terrain. Cela n'a aucun impact sur la situation. Donc voilà, pas de commerce avec Israël, pas de vente d'armes, pratiquement un boycott, un sujet qui n'est pas nouveau, mais l'Europe doit-elle s'y résoudre en quelque sorte comme dernier moyen de pression, M. Sturza? Voyez-vous, en tant que président d'une délégation pour des relations avec les pays de l'Asie du Sud, je me suis rendu au Pakistan, peu avant les événements là-bas. Et puis, nous avons constaté, qu'est-ce que j'ai constaté? L'une des conclusions de cette mission effectuée là-bas, juste avant Pâques, c'est le fait qu'en fait,
l'Europe, malheureusement, n'a pas assez de moyens de pression. C'est-à-dire, là-bas, on a parlé de GSP+, c'est-à-dire ce mécanisme en fait, commercial. C'est notre seul moyen de mettre de la pression pour obtenir que des droits de l'homme, que le respect des minorités politiques, religieuses, etc. soit respecté. Malheureusement, je constate que c'est aussi le cas dans le conflit qui dure déjà depuis trop longtemps entre l'Israël et les Palestiniens. C'est aussi le cas, c'est-à-dire que l'Europe est trop faible, sa voix est trop faible malheureusement, et justement on devrait prendre un peu plus de temps, à consacrer plus de temps à la solution, pour arriver à avoir une solution, encore une fois, équilibrée. Ouais. Mais vous êtes d'accord avec ce qu'a dit la représentante d'Oxfam, donc plus de commerce, plus de vente d'armes, parce que c'est ça pourrait être un moyen de pression. Vous savez, moi, je peux être d'accord, mais il faudrait qu'on soit quand même cohérent. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Ukraine, il n'y a aucun problème pour mettre de l'argent, pour arriver à avoir des peuples européens de plus en plus pauvres à cause du fait des efforts qu'on fait tous pour aider, pour payer les coûts d'une guerre en Ukraine. D'autre part, je crois que dans la vie, il faut être cohérent. Et lorsqu'on parle du Parlement européen et de nous-mêmes, en tant que députés... Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que les deux situations soient forcément les mêmes. Je pense qu'il est tout à fait juste que l'UE ait une position sur Israël, Gaza et une autre position sur Ukraine. Je ne pense pas que les deux conflits soient comparables de ce niveau-là. Ensuite, par rapport à ce qu'elle disait par rapport aux armes, en réalité, les armes européennes, on n'en donne pas beaucoup à Israël. Ça reste quand même principalement les États-Unis. Je pense que et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Donc effectivement, c'est à peu près les 2/3 des armes que Israël se fournit à l'étranger viennent des États-Unis, à peu près 1/3 de l'Allemagne. Et le reste des États membres, c'est moins d'1%, c'est à peu près 1%. Donc c'est quand même pas énorme. Et le problème qu'on a, c'est que même si on devait arrêter de fournir des armes, en réalité, Israël, comme l'UE, est en train d'essayer de développer une souveraineté militaire. Et donc, ils développent eux-mêmes de plus en plus leurs propres capacités militaires et également leurs propres composants militaires. C'est-à-dire que si un jour, on devait leur dire, bon, mais ce dual use, ce composant dual use, on vous le donne plus, c'est pas grave, puisque nous, on a trouvé le moyen de le faire nous-mêmes, donc on peut tout à fait remplacer. Donc, c'est pas un levier crédible non plus d'arrêter d'envoyer des armes. Et puis il y a aussi l'autre chose qui est que même si on arrête de leur donner des armes, en réalité on viendra quand même toujours à leur secours. C'est-à-dire que quand les Houthis ou l'Iran ou qui que ce soit envoient des missiles sur Israël, au final il y a les Américains, mais il y a aussi les Français et il y a d'autres armées européennes qui vont envoyer des missiles pour intercepter tous ces missiles. Donc les Israéliens savent que même si on ne leur donne pas les armes, on viendra quand même à leur secours au moment venu. En réalité, ce dont ont besoin les Israéliens, c'est plus de missiles et de bombes et de missiles antimissiles. Pour le reste, ils ont besoin de bombes à grande perforation américaines, dont ils ne disposent pas, mais dont ils seraient capables de fabriquer s'ils le décidaient. On voit bien qu'effectivement l'industrie d'armement israélienne est très forte et petit à petit est capable d'avoir l'ensemble du panel possible en termes d'armement. Donc ça n'est pas vraiment une solution. Et puis on voit bien que puissamment, militairement, ils sont bien plus puissants. Mais ce qui me sidère, moi, c'est que le Hamas est toujours capable de tirer des roquettes. Alors qu'ils sont bombardés depuis presque 2 ans, qui sont encore capables d'avoir des missiles, des roquettes qui frappent Israël, que les Houthis, l'autre jour, ont frappé l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Donc on voit bien derrière que Israël continue d'être attaqué et dire on crée un embargo sur les armes ou on ne vend plus d'armes, en réalité on ne protège pas non plus la population civile israélienne. Et c'est là où on est un peu dans une impasse. Et cette impasse, effectivement, il faut arriver à dire aux Israéliens arrêtons, mais dire aussi au Hamas, qui tient la population palestinienne en otage, rendez les otages, il y aura un cessez-le-feu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces otages, si les otages ne sont pas rendus, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et c'est là où, j'allais dire, le Hamas joue. Le Hamas s'en fiche pas mal de la population palestinienne. Qu'ils meurent, c'est pas grave. Depuis le début, on a bien vu tous leurs leaders qui ont été tués depuis par Israël sont contre-fiches. En fait, ils connaissaient les conséquences de leur action du 7 octobre 2023. Donc en cela, on met la pression sur Israël, je l'entends, et on a raison de le faire. Mais on devrait mettre pression sur le Hamas et sur les Palestiniens, ainsi que sur j'allais dire, l'autorité palestinienne. Or, on ne le fait pas, on le fait beaucoup moins.
Justement, les Palestiniens, parce que pendant ce temps, la situation humanitaire devient de plus en plus critique. On connaît tous les images. Les avertissements d'une famine catastrophique semblent se concrétiser. Personne ne sait comment la situation va évoluer, mais certains savent ce qui s'y passe actuellement. L'un d'entre eux est Antoine Renard du Programme alimentaire mondial. Nous avons parlé avec lui. Voici ce qu'il nous a dit. Écoutons-le. I was in Gaza until last Sunday and I spent a week in Gaza with... J'étais à Gaza jusqu'à dimanche dernier et j'ai passé une semaine là-bas avec notre équipe du Programme alimentaire mondial. La situation est terrible. C'est comme si la route arrivait à sa fin. La population est confrontée à des défis majeurs liés à sa consommation quotidienne de nourriture. Ils ne mangent qu'un repas ou un repas et demi par jour. They are eating one and a half meal per day, a bag of wheat flour, which is really a key staple. Un sac de farine de blé, qui est un aliment de base essentiel, coûte aujourd'hui environ $560. Et c'est seulement s'il est disponible sur le marché, car il y en a de moins en moins, compte tenu de la fermeture totale du marché depuis plus de 70 jours et du fait que de nombreux produits commencent à pourrir. And as well, you've got many of the different products that start also to be rotten. Voilà, donc pas de farine, pas de pain, pas de nourriture. En même temps, Israël bloque les livraisons humanitaires vers la bande de Gaza parce que le Hamas ne libère pas les otages. Qui doit bouger en premier? Ça, c'est la bonne question. Parce que là, on est bloqué. Hein. Parce que la population palestinienne, de fait, est prise en otage. Ça arrange le Hamas, parce que le Hamas pense qu'Israël va céder. Et le Hamas ira jusqu'au bout, c'est ce que je disais à l'instant. C'est que le Hamas se fiche pas mal de la population palestinienne. Et je crois qu'en Occident, on ne voit pas ça. En Occident, on voit cette pauvre population palestinienne, ce que j'entends, et moi aussi, je les plains de tout mon cœur, et je pense qu'il faut vraiment les aider. Mais en même temps, on a deux acteurs qui se font la guerre, le Hamas d'un côté, avec les Houthis, le Hezbollah, contre Israël. Est-ce qu'on leur dit suffisamment? Mais arrêtez. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire seulement à Israël d'arrêter. On peut dire au Hamas, rendez les otages. Qui dit ça? Est-ce que vous l'entendez publiquement? Très peu. Yeah. Très peu. Encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que quand même la plupart des dirigeants européens le martèlent à chaque fois qu'on parle d'Israël et Gaza. Ils disent toujours nous condamnons fortement ce que le Hamas a fait. On n'a pas de moyens de pression sur eux. Non, on n'a pas de moyens de pression sur eux aussi. Je suis d'accord, mais ils demandent quand même la libération des otages. Et ensuite, il faut aussi quand même mettre les choses en perspective. Ce qu'ils ont fait est un acte terroriste, c'est horrible, tout le monde est d'accord avec ça. Bloquer les livraisons de nourriture à un peuple tout entier, c'est possiblement un crime de guerre. Il y a quand même, il y a une petite différence quand même. Donc, pour moi, sur c'est mon opinion évidemment. Il faut absolument faire pression sur Israël pour qu'elle laisse la nourriture passer. C'est pas normal qu'un peuple tout entier soit au bord de la famine. Je suis d'accord avec vous que ça fait tout à fait les gros titres et ça fait le bonheur du Hamas. Mais il y a justement, si on parle des Palestiniens, il faut aussi dire que à peu près 70% de la bande de Gaza est off-limit pour les Palestiniens en ce moment. Donc il reste une petite région dans le sud. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens? Israël veut les délocaliser. Ils ont leur droit de vivre sur des terres qui sont aussi les leurs. En fait, j'aimerais être bien compris. Aucun être humain normalement constitué ne pourrait accepter aucune sorte de forme de terrorisme ou d'attaque terroriste qui puisse faire des victimes. Là, n'est pas la question. D'autre part, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se défendre, pour empêcher le terrorisme et en même temps ne pas donner trop d'armes? Tant qu'on offre des armes ou qu'on propose des armes de plus en plus à Israël, mais aussi aux Palestiniens, c'est-à-dire ils ont leurs moyens de se trouver, on le constate avec une certaine fréquence qu'ils ont toujours des armes pour faire du mal. Donc, plus on met des efforts à soutenir, par exemple, Israël pour l'armement, plus loin sera la solution de la paix. Et malheureusement, encore une fois, ce problème israélo-palestinien est tellement ancien que certains n'y croient plus. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est une never-ending story. Le seul moyen, c'est quand même la diplomatie, la voie de la diplomatie. Justement, parlant de la diplomatie, le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, vient de se rendre en Israël. Il a assuré Netanyahou du soutien.
continue de l'Allemagne. Il a critiqué sa conduite de la guerre et il a annoncé un paquet d'aide de 30 millions d'euros pour la bande de Gaza. Est-ce que tout ça est compatible ? Est-ce que tout ça fait partie de notre diplomatie européenne ? Oui, pour moi, c'est tout à fait compatible. Hamas est désigné comme une organisation terroriste. Donc, il est complètement légitime de dire qu'il ne faut pas qu'Israël est dans son droit de riposter envers le Hamas. La diplomatie, ou je dirais la grande défaite de la diplomatie européenne, en quelque sorte, c'est qu'on a délaissé l'autorité palestinienne depuis des décennies. Et ce qu'il faut faire, c'est donner à la population palestinienne une alternative au Hamas. Le fait est que le Hamas sont ceux qui sont dans la bande de Gaza et qui, depuis des décennies, donnent les services dont les Palestiniens ont besoin. Donc il faut donner à l'autorité palestinienne les pouvoirs, la crédibilité de négocier avec Israël, d'être prise en compte aussi par les acteurs internationaux. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe n'a pas fait et fait très très mal. Et elle le dit, nous allons le faire. Elle le dit depuis le début du conflit. Et force est de constater qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Sur les côtés palestiniens, on n'a aucun acteur réel, avec lequel on puisse dialoguer, qui est reconnu en tant que tel. Effectivement, l'autorité palestinienne est totalement décrédibilisée. Les mouvements terroristes, bien sûr. Donc, avec qui parle-t-on ? Donc en fait, en réalité, l'acteur palestinien en tant que tel, il y a cette pauvre population palestinienne qui est prise entre Israël et puis le Hamas. Et puis derrière, avec qui parle-t-on côté palestinien ? Avec une autorité palestinienne qui de fait n'est plus crédible. Je vous rejoins totalement. Mais l'Union européenne aurait dû agir sur cette autorité palestinienne. On n'a plus de temps là. Merci beaucoup pour ce premier round. Nous revenons dans un court instant avec ce nouveau débat. Réarmer l'Europe, une priorité absolue. À tout de suite. De retour sur le plateau de Bruxelles, je t'aime, avec nos invités Alice Tidé, Sherban Dimitri Sturza et le général Christophe Gomard. L'Institut de recherche sur la paix de Stockholm l'a clairement exposé. Le réarmement de l'Europe est en marche. La raison est bien sûr un nouveau sentiment de menace depuis la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. L'Allemagne est désormais le 4e pays au monde en termes de dépenses militaires, après les États-Unis, la Chine et la Russie, mais avant l'Inde, la Grande-Bretagne et la France. Les dépenses de défense effectuées aujourd'hui ont des conséquences qui s'étendent loin dans l'avenir. Cette stratégie est-elle raisonnable ? Est-elle même en retard ? Mon général. Dans cette guerre, je trouve que l'Europe est assez absente. Et on voit bien, elle cherche à peser. On est passé de l'UE à la coalition des volontés. Mais finalement, est-ce que c'est entendu ? Alors Zelensky, évidemment, on les reçoit à Kiev, c'est très bien, et c'est normal. Mais ceux qui pèsent, ce sont les États-Unis, qui discutent avec Trump et Poutine. Zelensky étant un acteur, j'allais dire, presque secondaire, alors que c'est lui dont le pays a été attaqué et envahi. Erdogan cherche à exister, mais on voit bien derrière que ça va faire flop. Certes, il va y avoir des négociations. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la martingale. La seule bonne nouvelle, finalement, c'est que ça discute. Et quand il y a discussion, on peut espérer aboutir à un cessez-le-feu. À quelle échéance, c'est difficile de le dire. Mais c'est vrai que l'Europe ne pèse pas parce que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. C'est parce que l'Europe, je le disais, ce que disait le chancelier Bismarck ou le Frédéric II de Prusse, disant la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Et justement, ce réarmement de l'Europe, est-ce que ça vient à temps ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que cette stratégie de dépenser beaucoup plus sur la défense Alors, dépenser plus, oui. Dépenser mieux, sans aucun doute, c'est-à-dire dépenser européen pour la propre industrie de défense européenne. Mais derrière, il faut une architecture de sécurité propre, autonome. D'accord. Architecture de sécurité propre, M. Sturza. Ça vous plaît et comment se trouve la Roumanie dans ce concert des grands là, en ce moment ? Tout d'abord, mon groupe politique des conservateurs et réformistes européens soutient une Europe plus forte et plus sûre. Donc, de ce point de vue, nous souhaitons avoir, on pourrait éventuellement accepter l'idée d'avoir une armée européenne, mais complémentaire aux armées nationales, tout en respectant la souveraineté de chaque pays membre. Ça, c'est une question importante à dire, et tout en gardant, tout en
conservant le rôle important de l'OTAN et de son implication au niveau de la défense, y compris européenne. Ça rend les choses très compliquées. Ça fait beaucoup de si tout temps. Ça rend les choses un peu compliquées. Moi, par rapport à votre question, j'estime qu'on s'y prend un peu tard. C'est des dépenses qu'on aurait dû faire depuis bien plus longtemps, c'est bien. Il y a des États membres qui se réveillent sur le fait qu'il faut investir, très bien. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà eu des agences d'intelligence qui ont sonné l'alerte en disant en 2030, la Russie est en capacité possiblement d'attaquer un pays européen. Est-ce qu'à ce moment-là, on a de quoi nous défendre, nous, seuls, puisque l'aide américaine n'est pas certaine. Là, grosse question. Non, je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'industrie de défense européenne est capable de nous donner les équipements dont on a besoin pour... Je ne suis pas d'accord avec ça. Avant de continuer, parce que il y a les Américains, mais il y a aussi les armes américaines. Et actuellement, l'Europe est toujours dépendante des États-Unis en matière de défense et le sera probablement encore lorsque Trump aura quitté la Maison-Blanche depuis longtemps. Cette relation de dépendance va en fait rendre les relations transatlantiques encore plus étroites. C'est du moins l'avis de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm. Nous nous sommes entretenus avec l'un de ces chercheurs. Écoutons-le. When we look at the weapons that European NATO states import, Si l'on considère les armes que les États européens membres de l'OTAN importent, une part très importante provient des États-Unis, soit plus de 50%. Bien sûr, les États européens fabriquent également leurs propres armes, mais le chiffre que je viens de mentionner indique à quel point les États-Unis sont et seront importants pour la dynamique de l'armement européen. European armament dynamics. It is very hard to see how Europe's military... Il est très difficile de voir comment la capacité militaire de l'Europe peut être indépendante des États-Unis. Acheter de l'équipement militaire américain est aussi une façon de cimenter les liens avec les États-Unis. Finalement, cela les rend également quelque peu dépendants de l'Europe elle-même. It makes them also somewhat dependent on Europe itself. Voilà une idée intéressante. Les relations entre les États-Unis et nous vont-elles donc se resserrer malgré Trump? Et c'est l'ironie de l'histoire. Je vais citer le nouveau chancelier Merz qui dit Europe, réveille-toi ou disparaît. Et il est temps, en effet, que l'Europe se réveille de manière militaire pour sa propre défense, pour sa propre sécurité, qui a été dévolue aux Américains depuis plus de 80 ans. Et on voit bien derrière que les armées européennes ont dit mais la défense européenne, ce sont les États-Unis d'Amérique. Moi, j'appelle le réveil de l'Europe en termes de défense, c'est-à-dire que l'Europe doit être capable de se défendre par elle-même, pour elle-même. On est 450 millions d'habitants en Europe, 350 millions aux États-Unis, à plusieurs milliers de kilomètres. Pourquoi est-ce que la défense des Européens serait à la charge des Américains? De mon point de vue, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'industrie de défense, elle fonctionne en Europe. Il suffit d'avoir des commandes avec des visions court terme, long terme. Mais on a toutes ces capacités, réellement. Ouais. On a une base industrielle et technologique de défense en Europe très puissante. On a 4500 entreprises en France, on en a beaucoup en Suède, en Italie, en Espagne, en Allemagne, on a en République tchèque. Je ne disais pas qu'elle n'est pas capable de le faire, je dis juste qu'on s'y prend un peu tard. Et c'est-à-dire que si on a une échéance à 2030, c'est pas possible. Effectivement, si on a une échéance à 2035, j'ai toute confiance dans l'industrie européenne. Je suis d'accord avec vous, on a des très très bonnes entreprises. Mais effectivement, ce sont des capacités qui ont besoin de temps pour être produits. Oui. Et ce temps, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Les Américains non plus. C'est-à-dire que les Américains, vous savez comment ça fonctionne, l'industrie de défense américaine, quand ils fabriquent pour 100 milliards de dollars, en fait, ils vont fabriquer pour 110 milliards. Donc ça leur fait un petit volant. Et ce volant, en fait, attire les clients potentiels en disant, voilà, on peut tout de suite vous donner. Pourquoi est-ce que les Polonais sont allés acheter en Corée du Sud? Parce que la Corée du Sud avait en effet des stocks et que les Polonais ont pu acheter directement. C'est ça la vraie problématique. C'est que d'un seul coup, on s'est réveillé, on dit, il faut acheter. Où est-ce qu'on peut acheter? Voilà pour notre deuxième tour. Comme toujours, n'hésitez pas à consulter le site ou l'appli Euronews pour toutes les dernières nouvelles concernant l'Ukraine, l'armement, etc. Mais pour l'instant, merci à nos invités et à nos téléspectateurs. Restez avec nous sur Euronews. Bienvenue sur le plateau de Bruxelles, je t'aime. Mes invités sont Sherban Dimitri Sturza, eurodéputé du groupe conservateur réformiste européen, le général Christophe Gomard, eurodéputé du Parti populaire européen, et la journaliste Alice Tédé d'Euronews. Merci de nous avoir rejoints.
Pour la première fois, un Américain a été élu à la tête de l'Église catholique, alors que la possibilité avait toujours été considérée comme exclue. Dans un premier temps, les Américains ont donc surtout été surpris. Entre-temps, le nouveau pape Léon XIV polarise, comme tant d'autres choses, la société américaine profondément divisée et passe pour un anti-Trump. Il y a quelque temps, il a ainsi eu un échange de propos acerbes avec J.D. Vance sur le thème de l'immigration. Cela fait-il de Léon un ami de l'Europe? Léon est-il de notre côté dans les débats mondiaux? En général, le seul catholique à cette table. Mais le temps de l'Église n'est pas celui du monde. Et je crois qu'il faut vraiment voir les choses de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup de la vie du monde géopolitique. Ça n'est pas le temps de l'Église et ça n'est pas le temps du pape. Le pape, on va tout de suite lui coller une étiquette. Il n'est ni progressiste ni conservateur. Il est d'abord lui-même et ensuite, je pense qu'il va prendre le temps. Il a le temps pour lui, il est jeune. Il a 69 ans par rapport à son prédécesseur. C'est le successeur de Pierre. C'est une longue tradition. C'est le 274e pape, je crois. Et derrière ça, on voit bien ce temps long de l'Église sur plus de 2000 ans. Donc il faut bien voir qu'effectivement, il veut être au plus proche des pauvres, au plus proche effectivement des gens qui souffrent sur notre planète. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il est aussi le chef d'État du Vatican. C'est-à-dire il est diplomate, il est homme politique. Et il a un père franco-italien, une mère américaine de l'origine espagnole. Il a vécu au Pérou pendant longtemps. Est-ce que tout cela lui fait-il déjà un anti-Trump? Dans son premier discours, il a fait quoi? Il a fait un appel à la paix. Attends, qui veut? Moi, je viens d'un pays où 87% de la population est chrétienne orthodoxe, mais la deuxième religion de Roumanie est quand même le catholicisme. Pour nous, je me réjouis de voir qu'un pape jeune, pour un pape, a été élu. Et il a devant lui, on lui souhaite longue vie, et il a devant lui un immense laps du temps pour que son empreinte, pour que sa vision soit largement c'est une très bonne idée, mais pour faire quoi, justement? Et là, le nouveau pape a fait ses premières apparitions publiques. Il a tout d'abord appelé à la paix, ce que beaucoup ont aussitôt voulu comprendre comme un engagement politique plus fort. Alors, écoutons ce passage. Mai più la guerra. Plus jamais de guerre. Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé. Faisons tout ce qui est possible pour parvenir à une vraie paix le plus rapidement possible. Per giungere al più presto a una pace autentica, mi addolora profondamente quanto accade. Je suis profondément attristé par ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Que les tirs cessent immédiatement. Apporter une aide humanitaire à la population civile épuisée et libérer tous les otages. Popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Voilà, donc peut-on déjà conclure à une future orientation du Vatican après cette prière pour la paix, Alice? Non. Un pape qui appelle à la paix, qui appelle à l'aide humanitaire, je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que tous le font, tous l'ont fait. C'est très bien, on a besoin d'entendre ce message, tout le monde a besoin d'entendre ce message. Après, vous dites que c'est un chef d'État. Oui, c'est un chef d'État, très bien. Mais c'est pas quelqu'un qui pèse sur la vie diplomatique. On parlait de levier tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de levier pour le pape, d'accord? Il n'est pas là à essayer de vendre les choses du Vatican. Lui, son pouvoir, c'est un pouvoir doux. C'est du soft power. Ses messages atteignent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Certes. Après, si on le compare à un politique, on a élu Emmanuel Macron en France, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout ce qu'il dit tout le temps, constamment. Donc c'est pareil, le pape, il a sa vision, il est sa propre personne, ça ne veut pas dire que 1,4 milliard de catholiques dans le monde vont tous se voir représentés et vus dans les paroles du pape. Justement, je pense que la question centrale est la suivante. Est-ce qu'en 2025, le pape, le Vatican, aura-t-il une influence politique qui dépasse les questions de foi? Est-ce que vous pensez que les changements des années 89-90 en Europe auraient pu avoir lieu sans l'implication directe du pape Jean-Paul II? Bon, mais ça, c'était une situation le rôle du pape avec une personnalité particulière. Et là, on est en 2025. Et oui, on souhaite et on peut imaginer encore une personnalité extraordinaire qui puisse arriver
par sa contribution à obtenir la paix, tel que le pape Jean-Paul II l'a fait dans les années 90. Donc le pape n'est pas seulement le chef de l'Église catholique universelle, couvrant 1 milliard de croyants, mais il est aussi, il faut l'admettre, plus qu'un chef d'État, un homme d'État extraordinaire qui, aujourd'hui, doit aussi défendre les intérêts européens. Il faudrait que l'Union européenne admette et mette par écrit que ces fondements européens, que ces traditions européennes ont été à la base de la création et aussi ça représente la richesse de cette mosaïque extraordinaire, formidable qui est l'Europe. Ok. En général, est-ce que le pape joue encore un rôle sur la communauté chrétienne catholique en France? Bien sûr. D'ailleurs, on en parle. On fait une émission consacrée au pape pendant quelques instants. Et c'est bien la preuve qu'effectivement le pape, la voix du pape pèse dans le monde pour la défense de la paix et de la vie. Bien sûr que sa voix pèse. Alors, certains vont critiquer le pape, donc vont dire il est génial. C'est comme toute personne. Vous avez vos aficionados et puis vous avez vos détracteurs. Maintenant, le pape représente la figure de l'Église et le monde entier. C'est un chef d'État, oui, le Vatican, c'est un tout petit État, ce n'est pas un État en tant que tel, même si ça l'est, sur le plan administratif. Mais en tous les cas, il pèse parce qu'il représente plus d'1 milliard de croyants. Mais au-delà de ça, sa voix de paix, sa voix sur la vie, pour la protection de la vie, est importante, je crois, à entendre, à écouter. Et au-delà du seul cercle des catholiques, ça dépasse largement son cercle. C'est la preuve, c'est que tous les médias du monde entier se sont consacrés sur l'élection, sur le conclave. On voit bien d'ailleurs que ça pèse. On va continuer à le faire. C'est sur cette note que se termine Bruxelles Je t'aime. Merci à nos invités et à nos téléspectateurs. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, quel que soit le sujet, écrivez-nous à bruxellesjetem@euronews.com ou via les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Stéphane Grobe. Excellente semaine à vous et à bientôt.